Salut à toutes et à tous, c'est Rivanigno, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la suite de cette playlist sur le langage de programmation C++. Aujourd'hui, on s'attaque à la notion de liste, et pas n'importe quelle liste, les listes chaînées. Alors attention, cette vidéo n'est pas consacrée à l'implémentation, la création d'une liste chaînée. Ça, c'est quelque chose qu'on verra dans une autre playlist. Je pense que je ferai une playlist consacrée aux algorithmes et aux data structures, comme par exemple les tableaux statiques, les tableaux dynamiques, les listes chaînées, les heaps, les stacks, les queues, etc. Cette vidéo, pour l'instant, c'est juste en fait une présentation, donc des fonctionnalités d'une liste chaînée de la bibliothèque standard C++, donc les std listes, et on va voir un petit peu ce qu'on peut faire avec. Donc c'est une vidéo qui est un petit peu la suite des vidéos que j'avais faites sur les types de containers de la bibliothèque standard C++, donc je sais que ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, mais aujourd'hui on va revenir dessus, parce que j'aimerais enchaîner sur la vidéo qui va parler du std_sort. Donc std_sort, c'est une fonction de la bibliothèque standard C++ qui nous permet de faire un certain nombre de choses au niveau de l'arrangement en fait des valeurs, par exemple de notre liste ou d'un tableau, etc., etc. Donc j'aimerais bien qu'on revienne sur cette entre guillemets mini playlist des containers, et aujourd'hui on va voir les listes chaînées. Donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va inclure un header, comme d'habitude. Chaque container en général a son header, a son fichier header qui lui est attribué. Enfin, chaque container est implémenté dans un header en général différent. Donc ici évidemment on va inclure le fichier d'entête liste. Donc ici par exemple, si je veux déclarer, enfin si je veux instancier plutôt une liste chaînée de type de la bibliothèque standard C++, je peux faire std2.2.list. Ici bien évidemment c'est une classe template, donc elle prend des arguments template, et comme on peut le voir, elle prend un type. Donc par exemple, on va prendre des int. Bon, comme je vous ai dit, les exemples basiques, lorsqu'ils sont bien exécutés, lorsqu'on prend des exemples pertinents, en général, sont suffisants pour expliquer et pour que les gens comprennent une notion. Donc du coup, ici, on prend un exemple avec une liste chaînée qui comprend des int. On va l'appeler par exemple liste avec un E, comme ça on sait bien de quoi on parle. Et ici, par exemple, on va faire quelques petites manipulations sur cette liste. On va commencer par exemple par afficher sa taille. Bon, il s'avère que là, elle est vide, donc ça va nous retourner 0, mais on peut toujours le faire. Liste point, par exemple, size, comme ceci. On va l'afficher. Ensuite, à chaque fois je me fais avoir, std handle, std cout, voilà, oups. Et là, donc je fais F5, et là, bien sûr, on va avoir 0. Voilà, la taille est de 0. Bon, ça c'est vraiment la première chose qui est importante finalement. Du coup, c'est quoi une liste chaînée? Je vais pas définir toutes les propriétés d'une liste chaînée, on va le faire assez rapidement. Je ferai, comme je l'ai dit, une autre playlist, une playlist data structure, une playlist aussi peut-être algorithmie. Je verrai si je rassemble pas les deux, parce que finalement c'est assez lié, et je donnerai une définition, on va dire, plus détaillée et des propriétés de la nature de cette structure de données qui est la liste chaînée. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, grosso modo, une liste chaînée, c'est un tableau dans lequel on peut insérer des éléments à n'importe quel endroit d'ailleurs, que ce soit au début ou à la fin, et dans lequel on peut en retirer. Donc en fait, c'est un tableau dont la taille est dynamique. C'est pas comme un vecteur, attention, c'est pas tout à fait la même chose, c'est même pas du tout la même chose. Il y a vraiment beaucoup de nuances, parce qu'un vecteur se rapproche d'un tableau finalement plus que d'une liste chaînée. Vous comprendrez pourquoi. Mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une liste chaînée, c'est une suite d'éléments, c'est une liste d'éléments dans laquelle chaque élément en fait a une indication sur l'élément suivant. Chaque élément a un pointeur qui pointe vers l'élément suivant. Et donc du coup, à chaque fois qu'on veut insérer ou retirer des éléments, on retire temporairement le pointeur qui pointait par exemple vers l'élément qu'on veut retirer, on met l'élément qu'on veut à la place, et puis on reconstruit les liens, on reconstruit le pont en fait entre guillemets entre chaque élément. Bon, voilà ce que c'est qu'une liste chaînée, grosso modo. Bon, quels sont les éléments qu'il faut connaître? Quelles sont par exemple les méthodes dont on va se servir et qui sont importantes dans l'utilisation de ce type de data structure? Évidemment, à part size, on pourrait penser à l'ajout d'éléments. Donc, imaginons qu'on veut ajouter un élément. Bon, on va ajouter un élément de manière assez simple. On va simplement faire un pushback ou un numPlaceBack. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un pushback ou un numPlaceBack, je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur les std vectors, dans laquelle j'introduis cette méthode qui est finalement commune à énormément de containers en C++, parce que beaucoup de containers sont dynamiques, ont des tailles dynamiques. Donc du coup, on va commencer par ça. On va commencer par faire un petit pushback. Donc on va faire list. Donc pushback, et là par exemple on rentre une valeur, on va mettre 56, voilà, comme ceci. Bon, allez, je vais faire un petit rappel sur les itérateurs, enfin très rapide, en tout cas je vais les utiliser ici pour faire une petite boucle à travers mon container liste, comme ça on pourra, à chaque fois qu'on rajoute des éléments, on pourra afficher dynamiquement le contenu de notre liste. Donc ici on va faire auto it égale list point, donc begin, comme ceci. On va faire donc it différent de list.begin,
end. Alors attendez, je vais bouger un petit peu l'écran. Voilà, end comme ceci. Et là je vais faire it++. Et ici, eh bien en fait, on a notre itérateur, enfin notre boucle qui itère en utilisant des itérateurs, donc pour boucler sur chaque élément de notre liste. Et ici, on va tout simplement faire un déréférencement de it et on va l'afficher. Attendez, excusez-moi, on va l'afficher à chaque fois. Je me fais avoir, c'est pas possible ça. std handle, voilà. Alors évidemment, hop, tac. Donc ici, si je fais F5, voilà, donc on a 0, c'est la taille, on va le retirer hein, parce que sinon ça va être un petit peu confus pour nous. Et on a 56 qui s'affiche, donc 56 c'est bien l'élément qu'on a pushback, donc on a inséré dans notre liste. Donc on va se séparer de la taille, ou du moins on va le bouger et on va le commenter pour l'instant, parce que à la limite on s'en servira pour afficher la taille une fois qu'on aura inséré nos éléments. On va le mettre ici, ok. Bon, on va le commenter. Et ici, eh bien, on va se servir d'autres méthodes, parce qu'il y a d'autres méthodes. Pushback, ce n'est pas la seule et unique méthode, parce que comme je vous l'ai dit, en fait, dans une liste chaînée, chaque élément a un pointeur vers l'élément suivant, ce qui veut dire qu'en réalité, on peut insérer à l'endroit où on veut des valeurs. C'est-à-dire que par exemple, ici, on a un seul élément dans notre liste, eh bien, si je veux, je peux insérer un élément après ou avant. C'est comme je veux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'insérer par exemple avant. Donc je vais utiliser la fonction insert. La fonction insert, donc il faut lui préciser un itérateur, c'est-à-dire en fait un pointeur, à quel index on souhaite insérer notre valeur, et évidemment la valeur de la variable qu'on veut insérer, enfin la valeur de l'élément qu'on veut insérer. Donc ici par exemple, eh bien on va lui passer list.begin, virgule par exemple 89. Si je relance mon programme maintenant, vous voyez qu'on a 89 qui s'affiche donc avant 56, puisque on a utilisé l'itérateur begin qui bien pointe tout simplement vers l'index 0, donc ça pointe vers le premier pointeur, vers l'index 0 de notre structure de données, et du coup, eh bien forcément 89 se place avant 56. Maintenant, regardez, on peut encore se servir d'autres fonctions pour ajouter des éléments, pour insérer des éléments dans notre liste chaînée, comme par exemple unplaceback. Donc unplaceback, elle ne fait pas comme la fonction pushback, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas de copie. La fonction unplaceback, elle prend directement la valeur et elle l'écrit dans l'emplacement de notre liste. Du coup là, eh bien, unplaceback, en revanche, c'est la même chose que la fonction pushback, dans le sens où on ne peut pas insérer la valeur ailleurs qu'à la fin de la liste. Donc là, notre fonction unplaceback, elle va écrire après 56. Donc ce qu'on a 89 d'abord, puisque là, on a précisé qu'on voulait écrire l'index 0 en utilisant l'itérateur begin comme point de repère, et on a écrit la valeur 89. Donc elle s'est écrite dans l'index 0, ensuite on a 56, et donc là, eh bien, par exemple, si je passe 123, je refais F5, là vous voyez que évidemment 123 s'est placé à la fin. Voilà. Bon, maintenant on va simplifier un petit peu notre boucle for avant de voir encore quelques autres méthodes. On va tout simplement se servir du mot-clé auto et d'une boucle for de type for each en se servant du mot-clé auto. Donc const auto, référence, on va l'appeler L et ça correspond à liste. Et là en fait tout simplement, au lieu de faire ça, on passe simplement L là-dedans. Si je lance le programme, eh bien voilà, le résultat est le même. Donc du coup, maintenant, quelles autres méthodes on peut voir? Eh bien, faisons un petit listing, on va regarder. Donc là, par exemple, la fonction back, elle va nous retourner le dernier élément, mais la valeur du dernier élément, c'est-à-dire la variable elle-même, c'est pas un pointeur. Par exemple, si vous voulez afficher la dernière variable de votre liste chaînée, le dernier élément, eh bien, vous pouvez vous servir de la fonction back. Bon, la fonction clear, c'est une fonction qui fait relativement bien ce qu'elle annonce, c'est-à-dire qu'elle nettoie notre liste. Et qu'est-ce que ça veut dire nettoyer notre liste? Eh bien, tout simplement, elle supprime tous ces éléments et elle réassigne la valeur 0 à la taille de notre liste. Regardez, par exemple, ici, si je fais lance le debugger, voilà, on n'a rien qui s'affiche parce que notre liste est vide. Alors évidemment, il y a des contrôles qui sont faits parce que là, à l'intérieur de la liste, il y a des exceptions qui sont gérées. Parce que là, on essaye d'accéder quand même à des valeurs qui n'existent plus, qui ont été nettoyées ici par la fonction clear. Donc évidemment, il y a des contrôles qui sont faits à l'intérieur de l'implémentation de la classe list et du coup, eh bien, on n'a pas d'erreur, heureusement. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme fonction? Bon, clear, on va l'enlever parce que je pense que vous avez compris le concept. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme fonction? Donc bon, les cbegin, les cn, tout ça, on a vu que c'était des itérateurs, enfin c'est des const itérateurs, on va pas s'attarder trop là-dessus. J'en ai pas parlé, je crois, des const itérateurs. Il faut simplement savoir que c'est des itérateurs constants, c'est des itérateurs qui ne peuvent pas être modifiés, que ce soit au niveau du pointeur qui leur sont assignés ou de la valeur pointée. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a unplace front, ah ça c'est sympa.
unplaceFront parce que, eh bien, on a vu unplaceBack. Je l'avais introduite dans la vidéo sur les std vectors, mais unplaceFront n'existe pas dans les std vectors pour la simple et bonne raison que on ne peut pas insérer d'éléments dans un tableau. Un tableau, c'est fixe, même si c'est un std vector. On a vu que le fonctionnement d'un std vector, c'est qu'en fait, c'est un tableau semi-statique, c'est-à-dire qu'il est statique tant qu'on ne lui a pas rajouté d'éléments et que, en fait, le programme n'a pas réalloué un autre endroit de la mémoire pour y stocker les nouveaux éléments. Donc, on ne peut pas rajouter d'éléments au début. Ça n'a pas de sens. Alors qu'une liste chaînée, vu que tous les éléments ont des pointeurs vers les éléments suivants, il est tout à fait possible de placer des éléments au début de la liste. Et en fait, unplaceFront, ça revient à faire insert en passant l'itérateur qui pointe vers l'index 0 de notre liste. Regardez ici, ça nous évite de faire appel à un itérateur comme repère, hein, c'est-à-dire l'itérateur il nous sert à dire bon tu vas écrire là, tu vas insérer une valeur là ou là ou là. Là, unplaceFront, on sait qu'en fait on rajoute une valeur au début de notre liste. Si je rajoute par exemple 332 comme ceci, là je relance mon programme et voilà, regardez 332 c'est mis avant 89. Donc on voit qu'en fait, c'est comme si j'avais rappelé cette méthode là. Cette écriture là, l'appel de la méthode insert en passant comme premier itérateur begin et cette fonction, cette méthode unplaceFront, c'est la même chose. Voilà, ça a exactement les mêmes conséquences. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la méthode empty. En fait, la méthode empty, de mémoire, ça renvoie un booléen et c'est une méthode qui permet de savoir si la liste est vide ou non. Bon, ok. Eh bien, en fait, au lieu de faire par exemple if entre parenthèses non, donc la négation c'est point d'exclamation, par exemple list.size, c'est-à-dire que si la liste n'est pas vide on fait quelque chose, au lieu de se servir de la méthode size, on pourrait tout simplement se servir de la méthode empty. Parce que si jamais la méthode empty nous renvoie vrai, ça veut dire que la liste est vide. Regardez, si je fais par exemple std_cout, list.empty, std_handle, je fais F5, voilà, donc on a 0 parce que la liste n'est pas vide, évidemment, puisqu'elle contient des éléments. Ensuite, donc, on a par exemple, on va peut-être pas toutes les voir, mais on va en voir encore une ou deux peut-être. Donc, front, c'est la même chose que back, sauf que c'est pour afficher l'élément qui se trouve au début de la liste chaînée. Donc back et front, c'est pas des itérateurs, attention, c'est vraiment des accesseurs, des getters d'éléments en fonction de leur position. Donc front au début et back à la fin de la liste. Donc on va juste voir quelques autres méthodes parce qu'on a vu comment insérer des éléments, mais on n'a pas vu comment les enlever. Et bien par exemple, on va commencer avec la méthode popback. La méthode popback, en fait, tout simplement, elle va retirer l'élément qui se trouve à la fin, tout simplement. Et la méthode popfront, elle va retirer l'élément qui se trouve au début. On va d'abord commencer par popback. Regardez, je rappelle que là, la dernière valeur, c'est 123. Donc c'est 123 qui va sauter. Regardez si je lance le programme. Voilà, donc 123 n'existe plus. Si je remplace popback par popfront, donc là, c'est plus 123 qui va sauter, mais c'est 332. On lance le programme. Voilà, c'est 332 qui a sauté. Donc, évidemment, on peut retirer des éléments de la même manière qu'en utilisant la méthode insert. On peut choisir de retirer des éléments à des endroits précis. Et pour ce faire, on va utiliser la méthode erase. Donc la méthode erase, c'est l'opération inverse de la méthode insert. Du coup, ici, il faut passer un itérateur. Par exemple, on va passer list.begin. Donc là, en fait, ça revient à faire popfront, puisque là, on supprime l'élément qui se trouve au début. L'élément qui se trouve au début, c'est 332. Si je lance le programme, on va voir que, voilà, 332 a disparu. Donc, on peut faire la même chose pour end, sauf que, attention, rappelez-vous, end, ça va pointer vers le dernier élément plus 1. Donc, ce qu'il faut faire ici, c'est, par exemple, déclarer un itérateur. On lui assigne la valeur de l'itérateur end, ici, de la liste. Ensuite, on fait soit -it pour le décrémenter et pour être sûr qu'il pointe maintenant vers le dernier élément de la liste et non plus vers un élément qui se trouve out of bound. Et ici, par exemple, on passe it. Voilà. Là, regardez, si je fais, hop, je lance le debugger, tac, et voilà. Donc, il y a bien 123 qui a sauté. On aurait pu aussi faire comme ceci. On aurait pu aussi faire -it. Comme ça, c'est plus rapide. Voilà, on lance le programme, le résultat est exactement le même. En fait, je peux pas faire ça, regardez, je peux pas faire list.end -1. Je peux pas faire ça. Il y a plusieurs raisons, mais une des raisons, c'est que j'essaye d'accéder d'ores et déjà à list.end. Sauf que, étant donné qu'il est passé dans la fonction erase, en fait, ça va essayer d'accéder à un pointeur qui est à l'extérieur
de notre liste. Et vu que cette opération-là se fait en premier, l'opérateur point a la priorité sur l'opérateur de soustraction, et donc du coup, il va faire ça avant de faire ça. Bon, on pourrait faire ceci, comme ça, on pourrait faire moins liste n, ça marche, mais bon, c'est pas forcément très secure, sachant qu'on manipule directement l'itérateur lui-même. On le désincrémente lui, et on sait jamais quel comportement ça peut amener. Vaut mieux se déclarer et s'instancier un petit itérateur ici, qu'on assigne à la valeur de l'itérateur qui correspond à l'itérateur n, et ensuite se servir de ce nouvel itérateur fraîchement instancié plutôt que de l'autre. Ok, donc on va se séparer de nouveau de ceci, et là on va regarder un petit peu ce qui nous reste comme, alors liste avec un E, pardon. On va nous regarder un petit peu ce qui nous reste comme méthode pour être intéressante. Donc ici il y a la méthode sort. Alors la méthode sort, elle peut être pas mal. D'ailleurs c'est le sujet de la vidéo que je vais sûrement faire prochainement sur la playlist C++. En fait sort, ça nous permet tout simplement de trier par ordre de grandeur les valeurs qui se trouvent dans notre liste. Par exemple, ici, donc je vais le commenter, si j'affiche, on va voir que c'est pas classé. Vous voyez qu'on a d'abord 332, on n'est pas dans un ordre croissant. Si j'appelle la méthode sort, que je réaffiche ma liste, voilà, donc là vous voyez que ça a été classé, ça a été organisé, ça a été réagencé pour respecter un ordre croissant dans nos valeurs. Donc on voit bien 56, 89, 123, 332. Donc qu'est-ce qu'on peut voir avant de terminer cette vidéo? Peut-être quelque chose d'autre. Alors oui, peut-être swap. La méthode swap, elle peut être intéressante. Regardez par exemple ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclarer une seconde... Enfin, on va instancier une seconde liste chaînée. On va par exemple appeler liste 2. La liste 2, on va faire des unplaceback, par exemple, de quelques valeurs, 25. Donc là, on va copier ça 2 ou 3 fois. Par exemple, 45, 78. Et ici, si je fais liste, je pourrais faire liste 2.swap, ou peu importe quelle liste on utilise pour faire le swap, de toute façon, ça échange les valeurs, les éléments de chaque liste dans l'autre en fait. Donc list.swap, en fait la méthode swap, elle prend une autre liste chaînée comme argument, donc on va passer liste 2, et vous allez voir que maintenant si je réaffiche les éléments de ma liste 1, donc liste, on va avoir les éléments de la liste 2 en fait. Donc, en fait, ça a utilisé les moves sémantiques, parce que là vous avez vu, regardez, donc là on voit bien que c'est les bonnes valeurs. Là, regardez, si je réaffiche les arguments, je vais zoomer un petit peu, regardez, là en fait on a comme argument une référence vers une autre liste chaînée. Donc là, on est vraiment sur de la move sémantique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de copie de notre objet, il y a vraiment un déplacement vers l'autre. Donc évidemment, il faut une troisième liste pour stocker temporairement la première, mais c'est pas vraiment une move sémantique. Il n'y a pas de copie inutile, on va dire, de données, de ressources. Par exemple, la deuxième liste n'est pas copiée inutilement. On a besoin que d'une seule liste temporaire pour stocker nos données. Voilà, bon. On va s'arrêter là, je ne veux pas m'avancer, mais je pense que dans la prochaine vidéo, on verra la fonction stdsort. Donc stdsort, on verra qu'il y a plusieurs manières de l'utiliser. C'est pas uniquement un classement dans l'ordre croissant. On peut aussi faire par exemple un classement dans l'ordre décroissant. On peut aussi faire d'autres choses parce que dans la fonction stdsort, qui est pas du tout la même fonction que celle qui est une méthode de la classe template list, c'est vraiment une fonction de la bibliothèque standard C++ et qui fonctionne sur tous les containers C++, donc toutes les structures de données C++. Et on verra qu'on peut faire pas mal de choses avec, notamment par exemple passer des lambda fonctions dans lesquelles on va pouvoir customiser le type de sorte, le type de classement, le type d'arrangement qu'on veut faire dans notre container. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Mettez un petit pouce bleu, ça me fait énormément plaisir. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, bien évidemment. Moi, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo de cette playlist sur le langage de programmation C++. Allez, ciao ciao.